Alors, bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Moi, je suis un petit peu malade, mais je tenais à faire cette vidéo parce qu'on est à un moment vraiment hyper, super, super charnière. Hier, le Bitcoin a perdu 11%. Vous voyez ici, c'est assez impressionnant. On a une perte de 11% sur le Bitcoin. Et je vais ensuite analyser profondément et de manière un peu plus poussée les marchés financiers. Mais tout d'abord, je vais essayer de répondre à pourquoi, d'accord? Et ici, vous avez un article de Bloomberg qui vous dit, voilà, on a la plus grande inversion des taux depuis Volcker, c'est-à-dire les années 70 et donc les années 80. Et on est ici effectivement dans une situation où les taux d'intérêt à court terme dépassent les taux d'intérêt à long terme. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais normalement, plus vous empruntez à long terme, plus les taux d'intérêt sont importants. Pourquoi? Parce qu'il y a une incertitude, parce qu'il y a un risque, parce qu'on ne sait pas si on va récupérer notre argent. Donc normalement, un taux à 2 ans devrait être inférieur à un taux à 10 ans, à 30 ans, etc. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. On a les taux à 2 ans qui sont supérieurs aux taux à 10 ans. Ça veut dire qu'il y a une grosse incertitude, qu'on ne sait pas ce qui va se passer et que quand il y a une grande incertitude, beaucoup d'investisseurs préfèrent investir sur des taux d'intérêt, des produits court terme pour pouvoir préserver leur argent. Et vous avez aujourd'hui de plus en plus, moi je ne sais pas, je suis chez Interactive Broker, ils vous rémunèrent à 3,8% et plus. C'est même, voilà, 4% pour ne rien faire. D'accord? Tu es payé à ne rien faire. Interactive Brokers Client earn up to. Et voilà. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent pourquoi prendre de risques alors que j'ai 4% en ne faisant rien? Ou alors j'ai peut-être moins 20%, moins 50% si j'investis. Donc on a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui sont en mode précaution, en mode je ne veux pas prendre de risques. Et il y a clairement voilà, un avertissement. Vous avez Jérôme Powell qui avertit, attention, on va augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'inflation et bien évidemment l'économie, parce que quand on augmente les taux d'intérêt, ça provoque un ralentissement de la croissance, tout simplement. Et encore une fois, c'est tout à fait logique. Et clairement, aujourd'hui, les États-Unis restent toujours en bonne forme. Leur marché du travail, il est tendu, c'est-à-dire qu'il y a très peu de chômage. Et donc, on n'est pas dans une situation de récession. Or, on a une inflation forte, ce qui est quand même paradoxal, mais on a un marché du travail qui est toujours tendu et donc ça crée de la tension sur l'inflation. C'est-à-dire que quand on a très peu de chômage, bah, les gens, ils travaillent, ils ont de l'argent, ils veulent consommer et donc clairement, ça crée une demande et ça fait augmenter l'inflation. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où Powell, bah, il se dit si on n'augmente pas les taux d'intérêt, l'inflation, elle risque de continuer d'augmenter. Mais si l'inflation continue d'augmenter, on va être obligé d'augmenter les taux d'intérêt. Mais on est face à un énorme paradoxe. Ici, on parle du plafond de la dette aux États-Unis. Le plafond de la dette, c'est que, vous savez, il y a un document légal qui explique que les États-Unis, l'État, voilà, les États-Unis ne doivent pas augmenter un certain montant de dette. Or, presque tous les ans, vous avez ce problème qui se produit, c'est-à-dire que les États-Unis vont augmenter leur dette encore plus. Et tant que les taux d'intérêt sont faibles, bon, on est bien d'accord que c'est OK. Pourquoi? Parce que quand les taux d'intérêt sont faibles, bah, les États peuvent s'endetter. La France, à un certain moment, les taux d'intérêt étaient négatifs. Donc quand tu as des taux d'intérêt négatifs et que tu as une dette importante, c'est génial. Mais là, qu'est-ce qui se passe? En France, en Europe, les taux d'intérêt commencent à augmenter. Aux États-Unis, les taux d'intérêt commencent à augmenter. Et ici, ben, les États-Unis seront obligés de rembourser donc leur dette ou alors de payer des charges d'intérêt sur la dette. Mais si les taux d'intérêt sont de 2%, 4% et plus, euh, les années 70, on n'avait pas une dette aussi importante. La dette des États-Unis était très très faible. Aujourd'hui, on est sur des dettes qui sont historiquement élevées, que ce soit pour les États-Unis, que ce soit pour l'Europe. Donc le gros problème pour nous, clairement, ça va être la dette. Comment bah, finalement les États-Unis vont pouvoir régler ça? Comment l'Europe va pouvoir régler ça? Parce que c'est une fuite en avant. Et donc, moi, pour moi, mon raisonnement, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, clairement, bah, pour combattre l'inflation,
Les États-Unis vont devoir augmenter les taux d'intérêt, mais ils n'ont pas intérêt à augmenter les taux d'intérêt parce qu'ensuite, on a la dette qui risque d'être très problématique. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt sont trop importants, la dette risque effectivement de... je ne vais pas dire que les États-Unis vont faire défaut, ils ont toujours le dollar américain, mais malgré tout, ça risque de peser très lourd. Donc, je pense que ça mériterait voilà, une approche approfondie. Je ne vais pas développer ça, je voulais juste faire une vidéo rapide, mais vraiment camper un petit peu les grandes lignes de ce qui nous attend dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et puis ici, on va revenir rapidement sur les taux d'intérêt, long terme, court terme. Donc ici, on a en noir, on a Treasury 2 years, c'est-à-dire les taux d'intérêt ou les bons à 2 ans, versus ceux à 10 ans. Donc les taux d'intérêt à 2 ans versus les taux d'intérêt à 10 ans. Généralement, comme je vous l'avais expliqué, c'est logique, plus c'est long terme, plus les taux d'intérêt sont importants. Donc le 2 ans devrait être inférieur à 10 ans. Et c'est ce qu'on a eu pendant pas mal de temps. D'accord? Ici, c'est 0, donc le différentiel, 2 moins 10. Et là, vous voyez que généralement, c'est supérieur à 0. Et là, pour la première fois, regardez la dernière fois, là c'était 2005-2009, on était par là, c'était assez faible. On a eu un épisode rapide ici en 2000, c'était quand même une crise, la bulle spéculative. Et le dernier épisode où on a eu ça, c'était durant cette période. Et donc effectivement, voilà, les 70, 80, cette période. Et pour la première fois, depuis les années 80, on a une situation où les taux d'intérêt court terme sont supérieurs aux taux d'intérêt long terme. Alors, est-ce que c'est catastrophique? Non. Si on en prend l'histoire, si on se base sur l'histoire, les années 80 ont donné lieu au plus grand marché haussier de l'histoire. D'accord? La bourse a explosé dans les années 80. Maintenant, le risque, et ça je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, notamment la vidéo de 2021 où je vous disais, voilà, on est peut-être en train d'assister à l'éclatement d'une bulle. Le risque, c'est de se retrouver dans un scénario qui est similaire à celui des années 70. C'est-à-dire une période où les marchés, pendant 10 ans, ont fait du surplace et ont morflé parce que l'inflation était très importante. Donc, est-ce que ça représente un problème? Oui, ça représente un problème durable, profond. C'est-à-dire que on sent qu'il y a une incertitude, une peur, et cette peur fait qu'on préfère se réfugier sur les taux d'intérêt et donc de vendre des actifs risqués. Donc on revient ici, on va faire une petite analyse. Donc ici, le Bitcoin, vous voyez que le Bitcoin, alors très, très, très important. Cette moyenne mobile, c'est la moyenne mobile 200 périodes, d'accord? Moyenne mobile rouge. Et elle est extrêmement puissante. Regardez ici, on est dessus. On est dessus. On joue avec, d'accord? On a cassé légèrement et on est reparti au-dessus. Et là, pour la première fois, on a cassé cette moyenne mobile. On a buté, donc on a corrigé. Donc je vais agrandir. Donc on a cassé cette moyenne mobile. On a buté dessus. Et là, on a tapé dessus, comme par hasard. Et puis là, on corrige à nouveau. Idem, moi j'aime beaucoup le RSI, vous savez. Donc pour moi, c'est une zone de résistance. Quand on évolue sur les 50%, c'est une résistance. Quand on évolue au-dessus, la zone des 50% devient un support. Donc ici, par exemple, tac, support. D'accord? Donc on tape une première fois, on tape une deuxième fois. Donc on est toujours en tendance baissière, à long terme. D'accord? Donc on joue avec des niveaux importants. On a cassé cette bougie de contrôle. C'était pas mal, d'accord? Mais là, on est reparti en dessous. Donc, encore une fois, moi, il y a beaucoup de gens, ils me posent, d'ailleurs récemment, mes étudiants m'ont posé la question sur le Bitcoin. J'aurais dit, pour le moment, je ne suis pas encore... Il y a des choses qui manquent, d'accord? La tendance, elle est toujours vendeuse. On bute contre cette moyenne mobile. Voilà. Et puis, il n'y a quand même pas que des nouvelles positives. Maintenant, on va étudier les deux gros indices. Le SP500. Alors, le SP500, moi, j'utilise le tracker SPY parce que je l'utilise moi-même personnellement.
On voit un énorme range depuis juin 2022. Vous voyez ici, ça monte, ça baisse, ça se stabilise. On n'a rien d'exceptionnel pour le moment. D'accord? Pour le moment, c'est pas la fin du monde, c'est pas le scénario catastrophe. On est d'accord. C'est un marché qui fait du surplace. Donc, tac, 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 ça veut dire qu'on est en indécision. À quel moment on va pouvoir parler de tendance? Rappelez-vous ma dernière vidéo, je vous avais dit, on a cassé légèrement, on est reparti à la baisse. Mais on est toujours sur cette moyenne mobile 200 périodes. Rappelez-vous, hein, cette moyenne mobile elle est très très importante. Alors 200 périodes en weekly. Ici, durant la crise du Covid, on avait cassé, mais avant, cette moyenne mobile, elle servait de support à chaque fois. Vous voyez, même ici, par contre, durant la crise des subprimes, elle avait cassé. D'accord? Et puis, depuis la crise des subprimes, on est au-dessus. On est au-dessus là. On est au-dessus là. Là, on a cassé légèrement et on est repassé au-dessus. Et là, on est toujours au-dessus. Donc, moi, pour moi, mon analyse, elle est très simple. Tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de danger, de vrai danger. D'accord? Ça veut dire que on est dans une phase de consolidation, on va avoir beaucoup de bruit, Powell qui va crier. Vous avez là récemment Griffin, donc, qui est quand même un gros gérant de hedge fund, qui a dit voilà, c'est quand même risqué. On a quand même des éléments qui ne sont pas très très positifs. Je suis d'accord. Mais ça, c'est du bruit. C'est pas matérialisé par des faits. C'est-à-dire le marché, quand il fait du surplace, je dis bien du surplace sur plusieurs mois, hein. Bien sûr que ça monte, ça baisse toutes les semaines, ça monte, ça baisse. Mais quand on analyse froidement l'indice, il fait pas grand-chose depuis juin. On est d'accord. C'est-à-dire que ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais au final, c'est quasiment du surplace. D'accord? C'est simple. Et là, on parle depuis le mois de mai-juin 2022. Presque un an. D'accord? On est en mars aujourd'hui. Donc, un an de, allez, 9 mois de surplace. D'accord? Donc, à quel moment on va avoir un directionnel si ça casse cette zone de support? Parce que là, on rentre dans un monde vraiment vendeur. Ou alors, moi, j'avais mis le niveau des 430, on est au-dessus. Et là, on est dans un scénario où c'est bon, la baisse, elle est finie. Pourquoi? Parce que avec toutes ces mauvaises nouvelles, normalement, le marché, il aurait dû s'effondrer. Mais si le marché il tient alors qu'on a plein, plein, plein de mauvaises nouvelles, ça veut dire qu'il y a quelque chose. D'accord? Maintenant, je reviens dessus. Ça c'est le S&P. Nasdaq. Ça ressemble pas bizarrement au S&P? Ça ressemble. On a ici, depuis le mois de juin, vous voyez là, juin. Donc ici, ça monte, ça baisse, ça monte, mais on fait toujours du surplace. Par contre, ce qui est intéressant avec le Nasdaq, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200, mais on l'a cassé légèrement. On l'a cassé légèrement, on l'a cassé légèrement, mais on est toujours au-dessus. Même durant la crise des subprimes, pardon, du Covid, je confonds toujours, je ne sais pas pourquoi. On était au-dessus, on était au-dessus, on est au-dessus. C'est la crise, voilà, des subprimes, on était en dessous. D'accord? Mais cette moyenne mobile, c'est vraiment, et c'est une moyenne d'ailleurs qui est utilisée même par des gérants de portefeuille, parce que les gérants de portefeuille, ils vont vraiment faire du très très long terme. Et donc pour eux, c'est vraiment la tendance dominante. Pour le moment, la tendance dominante est toujours haussière sur le Nasdaq. Maintenant, le même scénario pour moi. Si ça casse cette moyenne mobile et surtout ce point bas, 254, d'accord? Là, le RSI, il bute également. Là, on rentre dans un crack beaucoup plus sévère. Donc, comment faire, nous, en tant qu'investisseurs? Moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai déjà commencé à investir. J'ai pris des stratégies avec option. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché s'effondre, c'est pas grave. Je vais perdre maximum 15% sur ma position. Si le marché explose, je suis dedans et je suis très content. Mais j'ai pas pris beaucoup, j'ai pas pris des très très grosses positions. C'est-à-dire j'ai beaucoup de cash pour le moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, personnellement, et encore une fois, c'est pas un conseil financier ni quoi que ce soit. Chacun vit sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Mais je vous donne encore une fois, j'ai envie vraiment de revenir sur ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai travaillé pour plusieurs cabinets d'analyse technique réputés. Allez sur mon LinkedIn, vous verrez, je n'ai pas besoin de faire de pub, d'accord? Pas besoin.
Mais j'ai travaillé dans des cabinets d'analyse technique réputés. On conseillait des banques comme Goldman Sachs, comme JP Morgan, comme les grosses banques françaises, les grosses gestions. Et ils facturaient, hein, moi j'étais juste un petit salarié, ils facturaient leurs services 100 000 dollars et plus. Et j'étais un petit salarié au sens où j'avais un petit salaire de merde et voilà. Mais clairement, on facturait très très cher à ces banques. Et ces banques donc payaient cher un gars comme moi, parce que moi je faisais pas mal d'analyses, j'étais payé une misère, mais je conseillais des gars qui dirigeaient des gros desks de fonds pour des grosses banques, hein, des grosses banques américaines, anglaises, européennes. Souvent c'était des polytechniciens ou des centraliens quand ils étaient français, et sinon voilà, il y avait également des Américains. Et donc je leur donnais des conseils et ce qui est incroyable, c'est que là, je donne des conseils gratuitement. On ne me paye pas 100 000 dollars pour donner ces conseils. C'est juste, vraiment, j'ai envie que vous compreniez ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne le comprennent pas. Maintenant, encore une fois, je peux me tromper. Vous avez Tom DeMark, qui est l'analyse technique. Et j'en profite un peu pour parler d'analyse technique. Il y a beaucoup de gens qui sont des neuneux, moi, pour moi, des marchés financiers, qui vont dire: «Oh, l'analyse technique, c'est nul. Ça sert à rien. Ouais, bah, Tom DeMark, renseignez-vous sur lui. Qu'est-ce qu'il a conseillé? Il a conseillé Paul Tudor Jones, il a conseillé Steve Alan Cohen, c'est-à-dire deux des meilleurs gérants de hedge funds au monde. Et Tom DeMark, en 2014, il disait le marché est très très baissier. Et moi, en 2014, je disais c'est pas. Regardez Tammy Cabbage, Tom DeMark, 2014. Ça va être intéressant. Mais lui, il est payé des fortunes par des gros gérants de hedge funds pour donner son avis. Donc moi, je fais ça gratuitement, bénévolement. Bien sûr, j'ai une école de formation et encore une fois, je pense que, et je tiens à le dire, euh, c'est magnifique et c'est une aubaine de pouvoir enseigner. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, voilà, ça change la donne. C'est-à-dire que ce que vous avez sur Internet, ça dépasse ce que vous allez recevoir dans des grandes écoles. J'ai des étudiants qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait par exemple London Business School, 120 000 dollars le MBA. Et je me souviens, le gars, il est venu me voir, il m'a dit: Tammy, j'ai appris plus avec toi qu'avec un MBA où j'ai payé 120 000 dollars. Et ça ne m'étonne presque pas. Mais il faut vraiment le comprendre, les amis, il faut vraiment le comprendre. Euh, Ici, on est vraiment à la croisée de chemin pour parler marché financier. Beaucoup de bruit, beaucoup de peur, des signaux, hein, c'est-à-dire attention, hein, je ne dis pas que c'est rien. Ça, c'est pas rien, d'accord? Le fait que les taux d'intérêt, le 2 years, c'est le pire niveau depuis les années 80, c'est pas rien. Attention, hein. Et ça peut effectivement avoir un impact très négatif sur les marchés financiers. Donc maintenant, que faire? Que faire? Quelle stratégie? Comment gérer ce qui va arriver? Moi, pour moi, encore une fois, je sais que je ne sais rien, Montaigne. Et je sais que Warren Buffett, il a déjà commencé à acheter. Que Warren Buffett, en fait, alors il y a beaucoup de gens, ils me disent: «Tammy, tu penses quoi?» Et si je leur dis: «Ah bah, je sais pas», qu'est-ce qu'ils vont te répondre? «Ah bah, t'es nul, tu rien compris». On a posé la question à JP Morgan. On lui a dit: «Que vont faire les marchés?» Et vous savez ce qu'il avait répondu? «Ils vont fluctuer». Et il a totalement raison. C'est-à-dire que les marchés peuvent monter, ils peuvent baisser, et cetera. Nous, notre but, c'est quoi? Soit on a une approche fondamentale de la chose. Ça veut dire qu'on va acheter un actif, d'accord? Si sa valeur, elle est inférieure à ce que l'on appelle la valeur fondamentale, c'est-à-dire la valeur intrinsèque. Cette valeur intrinsèque, on peut obtenir effectivement de différentes manières, mais la manière la plus utilisée, c'est les résultats futurs et on va actualiser tout ça et ça va nous permettre effectivement d'avoir une valeur actuelle. Et si la valeur actuelle, elle est inférieure à la valeur fondamentale, hein, c'est-à-dire la valeur en prenant les résultats futurs, on va se dire, ça vaut le coup de l'acheter. D'accord? Donc ça, c'est l'approche la plus, donc à partir de là, on peut avoir une erreur sur un plan timing. C'est-à-dire, on peut acheter aujourd'hui et pendant 2 ans, 3 ans, le marché ne fait rien. Mais à un certain moment, le marché va exploser au moment où on ne s'y attend pas
Et c'est justement, tout est négatif, tout le monde te dit que c'est la fin du monde, tout le monde te dit que c'est fini, et cetera, et c'est là où le marché va partir. Personne n'aura le courage d'acheter, mais toi, comme tu es déjà positionné, ben, le marché va aller dans ton sens et tu vas dire: «Génial». Donc ça, c'est la stratégie traditionnelle, à la Warren Buffett, mais Warren Buffett, il va quand même comme il est trop gros, il peut pas faire comme nous. C'est-à-dire moi, je peux rester pendant 1 an, 2 ans à ne rien faire. Bon, lui, il a quand même beaucoup de cash, mais c'est pas comme nous, d'accord? C'est-à-dire, il il peut pas faire ce qu'on fait nous, particuliers, je dis, ou même particuliers fortunés. Parce qu'il a quand même des comptes à rendre, même si voilà, il a quand même des comptes à rendre et on peut attendre. On n'est pas obligé de se positionner, on peut attendre. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens, ils me disent: «Dubaï, investi». Non, moi, j'investis pas à Dubaï aujourd'hui. Ou alors si j'investis, je sais que je vais pas acheter au bon prix. D'accord? Je vais le faire dans une optique plus, parce que je vais peut-être acheter un truc, mais clairement, ça va pas être un bon prix pour moi. Donc je vais pas faire une affaire. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire, j'ai les moyens. Mais les meilleures affaires, c'est durant les périodes de crise. Donc on attend. Et moi, les gens qui me disent aujourd'hui: «Est-ce que tu investis à Dubaï?» Non. Ou alors tu le fais, mais vraiment à titre, tu sais que tu vas pas c'est pas l'affaire du siècle. D'accord? Donc moi, je suis pas l'affaire du siècle, c'est quand les marchés s'étaient effondrés. Donc est-ce que ça va baisser à Dubaï? Ouais, peut-être. Si on a un crack mondial, croyez-moi, ça va baisser. D'accord? Donc, il faut pas être en mode impatient. Et si tu as raté une opportunité, tu as raté une opportunité. Donc, premier truc, tu attends un bon prix. Mais le bon prix, ça ne veut pas dire que tu vas rentrer au plus bas. Ça ne veut pas dire que dès que tu achètes, le marché il va monter. Ça veut dire que tu peux acheter et pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vas perdre de l'argent. Mais après, quand tu vas gagner, parce que le marché à un certain moment, il va revenir à ce que l'on appelle, la vraie valeur, la valeur fondamentale, et ben, c'est là où tu vas gagner gros parce que personne n'aura osé acheter. Et Warren Buffett, c'est ce qu'il dit. Il dit par exemple, si un hamburger, généralement, on te le vend à 2 $ ou à 10 $, d'accord? Et demain, on te le propose, le même hamburger, on te le propose à 5 $. Bah, tu achètes plein de hamburgers, tu es super content. Donc, si par exemple, tu as un actif, sa vraie valeur, elle est de 100 $ et que demain, ça vaut 50 $, au lieu de se dire au secours, c'est la fin du monde, il faut se dire punaise, c'est extraordinaire, c'est une bonne affaire. Avec un horizon de temps de 10 ans. C'est ça, c'est beaucoup de gens, ils investissent et ils se disent: «Je veux gagner dans 2 ans». Achète des obligations, place ton argent. Regardez, moi, Interactive Broker, il te propose du 4. Moi, je fais travailler ma trésorerie avec, Interactive Broker. Pas besoin de te casser la tête. Pas besoin de te casser la tête. D'accord? Donc et encore une fois, je ne fais pas d'affiliation ni quoi que ce soit. Donc donc rapidement, première possibilité, le marché ne fait rien pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et ensuite, ben, on a des opportunités ou alors le marché repart à la hausse. C'est le mindset qui va jouer dans ce cas de figure et bien évidemment le fait d'acheter des bons actifs. Mais on peut très bien rentrer dans un marché qui fait du surplace pendant 50, 10 ans. C'est arrivé dans les années 70. Donc il va falloir être très, très prudent, avoir du cash, attendre patiemment les bonnes opportunités. Ça, c'est la première chose. Deuxième possibilité, c'est, finalement d'avoir, un crack, le crack du siècle ou, oui, du siècle, hein, parce que finalement on a eu le crack de 2000, 2008 et donc avoir un crack aussi important, voire même plus important que les 2 précédents cracks. Ce qui serait pas forcément, une mauvaise chose, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ouais, il y aura un impact sur un plan économique. Ça veut dire que, peut-être qu'il y a des boîtes qui vont faire faillite. Bref, ça risque d'être chaud. Troisièmement, bah, finalement, on fait une conso normale et ensuite on accélère à la hausse. Les 3 scénarios ont la même chance de se réaliser. C'est con, mais c'est la vérité. Et parce que souvent, quand tout le monde est négatif, c'est là où tout le monde est surpris et le marché il explose à la hausse. Donc il faut être prêt pour ces 3 scénarios. Alors comment? Premièrement, il faut commencer à repérer des actifs sous-évalués et commencer à mettre des billes.
Pas beaucoup d'argent, mais 10%, 20%. C'est ce que j'ai fait moi, perso, d'accord? Parce que, encore une fois, je reviens, j'aime beaucoup cet exemple de Dubaï. J'ai acheté en 2015, on a eu un crack. Là, je suis largement gagnant, mais on est en 2023, d'accord? Mais entre-temps, il y a eu... mais psychologiquement, il faut tenir. Et c'est là où tu vas faire le jackpot. Mais ça, beaucoup de gens parmi vous n'auront pas ce mindset. Beaucoup de gens parmi vous, ils seront en mode je veux gagner dans un an, dans 2 ans. Non, c'est impossible. Parfois, tu peux, pendant pas mal d'années, ne rien avoir. Deuxièmement, avoir un marché qui est un crack du siècle. Pour nous, investisseurs, ce serait une opportunité du siècle. C'est-à-dire, il y a souvent des... Alors, non, non, il y a rarement dans la vie de quelqu'un, il va y avoir 2, 3, 4 épisodes pendant lesquels vous allez avoir des marchés qui vont littéralement s'effondrer. Et si tu as du cash et si tu es prêt à investir quand personne ne veut investir, c'est jackpot. Troisième scénario, un marché qui consolide, ensuite qui repart à la hausse avant de corriger, ce qui n'est pas impossible. Et dans ce cas, c'est important de travailler, moi, avec des options. Et c'est ce que je fais, honnêtement. Et puis voilà, maintenant, encore une fois, n'oubliez pas, il faut investir. Parce que si vous n'investissez pas, vous allez voir votre argent bouffé par l'inflation. Je vais vous donner un exemple concret. Supposons que l'inflation soit de 10%, d'accord? Que vous ayez investi 1 million. Dans 10 ans, c'est 1 million, la valeur sera de 385 000 $. Maintenant, si l'inflation elle est de 5%, ce qui est déjà la fourchette basse, hein, 0,07, on est à 7% aujourd'hui. Donc la valeur de ton argent dans 10 ans, elle sera divisée de moitié. C'est-à-dire que tu auras perdu 500 000 $ ou 500 000 euros sur ton argent. Donc, soit tu n'investis pas et tu te fais bouffer par l'inflation, soit tu investis et tu as un crack et tu as un risque de... Et donc, clairement, il faut travailler le mindset, le long terme, etc., etc., etc. Et enfin, et donc, pour conclure, clairement, il faut avoir une stratégie d'investissement parce que l'investissement, c'est la seule manière de protéger votre argent contre l'inflation. Maintenant, clairement, on risque de rentrer dans on est dans une zone de turbulence, mais je pense qu'il y a des stratégies, qui vont vous permettre de tirer profit de cette situation et je pense qu'il faut aujourd'hui être beaucoup plus technique, beaucoup plus pointu qu'avant. Avant, il suffisait, d'acheter n'importe quelle action et de tenir. Aujourd'hui, c'est plus le cas et je reviens rapidement et je vais conclure avec ça. Ça, c'est le gros risque, c'est les banques. Hier, les banques se sont effondrées. Vous avez JP Morgan, vous avez Bank of America, bon, à cause d'une banque dans la... Ça, c'est pas un bon signe, d'accord? C'est très, 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 très mauvais. Maintenant, voilà, c'est est-ce que les banques vont avoir un impact très négatif et de contagion parce que la crise des subprimes, c'était les banques. Et vous avez bien constaté que durant la crise du Covid, ben, les banques, elles n'ont pas morflé, pas beaucoup. Mais là, si les banques corrigent fortement, on va peut-être avoir un effet de contagion parce que les banques, c'est le canal du crédit, c'est le financement de l'économie. Et donc, si les banques sont en grave difficulté, ça peut avoir un grave impact. Et puis, bien évidemment, ce scénario de crack qui peut être proche. Mais, encore une fois, moi, ce que je vais vous demander, c'est d'être rationnel. C'est-à-dire, ne cédez pas à la panique, ne cédez pas. C'est-à-dire, on peut tirer profit de n'importe quelle situation si on a les bonnes stratégies, si on garde la tête froide. Mais si on est en mode la fin du monde, etc., bah, en fait, on se fait tout le temps balader. Donc, il faut rester calme, il faut éliminer le bruit, parce qu'il y a beaucoup de bruit sur les marchés financiers. Il faut avoir une stratégie et il faut rester fidèle à sa stratégie. C'est ça le truc, c'est ça la clé pour réussir en bourse à long terme. Je ne vous dis pas dans un mois, 2 mois. Moi, si je perds même dans un an, dans 2 ans, je m'en fiche. Et c'est ça ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est qu'en fait, il faut vraiment pas avoir un horizon 1 an, 2 ans, 3 ans quand tu investis. Tu dois avoir un horizon 5 ans, 10 ans. Et si tu as le temps et tu as la patience et tu achètes bien et tu achètes au meilleur moment quand personne ne veut acheter, c'est là où tu vas exploser ton patrimoine. J'espère que vous avez kiffé les amis cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un énorme pouce bleu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!